Très bien, donc je vais vous parler des géants protistaphocytaires et essentiellement de leur génome. Donc ça fait maintenant 10 ans que les premiers virus géants d'Amib ont été découverts, donc ici dans le laboratoire, en 2003. Et donc ils ont été découverts à partir d'un prélèvement qui a été collecté en fait en 1992 en concours aéro-réfrigérant, donc à partir d'eau et par culture sur Amib. Et en fait, il s'est avéré que ce virus, le premier virus géant isolé d'Amib, qui a été nommé mimivirus, était aussi gros que des petites bactéries et qu'il avait en fait un génome de taille identique à celui de petites bactéries. Donc en fait, les virus sont isolés, on continue à être isolés ici par Bernard Lascola et séquencés en fait sur le site également. Et donc l'analyse de quelques gènes de ce virus, mimivirus, a mis en évidence initialement qu'il appartenait, qu'il pouvait être attaché à d'autres grands virus à ADN, notamment les poxvirus ou les ficonavirus, qui sont des virus d'ADN. Alors un autre virus a été géant d'Amib, a été mis en évidence en 2009, isolé ici au laboratoire, qui a été nommé Marseille-virus, un tout petit peu plus petit que mimivirus, mais néanmoins géant. Et donc des techniques d'isolement en fait ont été améliorées, et donc il a pu être isolé des mimivirus ou des Marseille-virus à partir d'environ 20% des prélèvements d'eau. Donc ici dans le laboratoire, vous voyez beaucoup de représentants de ces mimivirus ou de ces Marseille-virus. Et donc il y a deux nouvelles familles virales qui ont émergé, qui sont les mimiviridés et puis les Marseille-viridés, donc rattachés à ces autres familles virales qui étaient préalablement connues, et donc qui, pour les ficonaviridés, affectent des algues vertes, pour les poxvirus, affectent des vertébrés et des invertébrés. Alors quel est le génome, le répertoire de gènes? Alors on va prendre l'exemple de mimivirus et de son génome. Donc c'est un grand génome, hein, un grand virus, un grand génome. Il fait un peu plus de 1 million de paires de bases, donc 1,2 mégabases. Et en fait, on voit que même au sein des différentes familles de grands virus à ADN, eh bien, il est beaucoup plus grand, en fait, il a un génome beaucoup plus grand, en fait, et un nombre de gènes, en fait, qui est aux alentours de 1000, qui est bien plus élevé, en fait, que ceux des autres familles qui étaient connues préalablement. Alors en fait, donc, il y a environ 1000 gènes qui ont été annotés, et en fait, il y en a environ un quart seulement qui ont pu être attachés, en fait, à une fonction connue. Alors en fait, il y a différents gènes qui d'emblée ont été d'un grand intérêt, puisqu'en fait, ils étaient uniques chez les virus. Notamment les virus étaient connus pour ne pas avoir de gènes codant pour les protéines impliquées dans la traduction. Et en fait, les virus avaient plusieurs gènes, une petite dizaine de gènes, qui étaient impliqués dans l'appareil de traduction. Et donc par ailleurs, il y a 4 grands groupes de gènes qui ont pu être mis en évidence dans le génome du mimivirus. D'abord, des gènes qui constituent ce qu'on appelle le corps génome. Et donc ça, c'est un ensemble d'une petite quarantaine de gènes, dont 9 qui sont conservés dans tous les mimivirus, tous les Marseille-virus, également tous ces grands virus à ADN, et donc qui permettent donc, de rattacher ces virus et de montrer qu'ils ont probablement une origine commune. Donc voici l'ensemble de ces gènes. Deuxièmement, en fait, il y a des gènes en fait, qui sont d'origine en fait, diverses, et donc qui vont faire un mosaïcisme au génome. Et donc il y a une proportion élevée en fait, qui est à peu près d'un quart de gènes en fait, pour lesquels il a été montré qu'ils étaient impliqués en fait, dans des transferts latéraux entre organismes. Et donc on peut voir sur les 200 gènes pour lesquels il y avait une fonction bien identifiée, que vous voyez, les couleurs montrent qu'ils sont impliqués donc, ou éventuellement d'origine eucaryote, ou d'origine bactérienne, ou d'origine archée. Alors selon les études et les moyens d'analyse, les outils qui ont été étudiés, en fait, la proportion varie. On a environ un quart de ces gènes. Et vous voyez en fait leur répartition sur le génome de mimivirus en bas. En fait, les gènes en rouge sont d'origine bactérienne. Ils sont généralement plus volontiers regroupés en fait en clusters et davantage vers les extrémités. On a les gènes d'origine eucaryote et puis en fait des gènes qui sont purement retrouvés dans les virus. Alors, ouais, c'est deux exemples de transfert latérogène, et pour ça, un
les moyens de les identifier, ces transferts latéraux de gènes, c'est de faire de la phylogénie. Et on voit qu'il y a deux gènes, en fait, pour lesquels on retrouve que un gène de mimivirus branche, en fait, sur des gènes bactériens, soit les Legionella pneumophila, soit Campylobacter. Et en fait, cet échange de gènes, le fait d'avoir trouvé de gènes impliqués dans des transferts latéraux entre organismes, est probablement lié au fait que ces virus géants, les virus, en fait, se répliquent dans les amibes. Et en fait, dans les amibes, en fait, sont en contact de plein d'autres micro-organismes qui survivent également dans les amibes, notamment des bactéries, mais également des champignons. Et la survie, la réplication de ces différents organismes, on parle de mode de vie sympatrique au sein de l'amibe, leur permet en fait d'échanger en fait du matériel génétique. Vous voyez, il y a une liste très importante de bactéries qui ont la capacité de survivre dans les amibes et donc de changer éventuellement du matériel génétique en fait avec d'autres organismes qui y vivent, qui sont les virus géants. Il avait pu être mis en évidence donc in vitro qu'on pouvait, vous voyez, dans une même amibe, un petit peu la flèche, on pouvait voir sur le schéma qui est noté en bas, sur la photo, on pouvait retrouver en fait une Legionella, des Legionella broncorti, une Parachlamydia et puis Marseille virus qui pouvaient être visualisés. Et donc ça va faire avec, dans l'analyse du génome de Marseille virus, environ un tiers des gènes impliqués dans des transferts latéraux. Et donc il y a par ailleurs en fait ce qu'on appelle un mobilome particulier pour ces virus géants qui sont constitués de virus qui infectent ces virus géants, qu'on appelle qui ont été nommés des virophages, qui ont été également identifiés pour la première fois dans le laboratoire, et puis d'autres éléments qui sont proches des transposons. Et ce mode de vie sympatrique est associé pour ces virus géants, et également ça a été montré pour des bactéries, à une taille de génome plus importante, et des micro-organismes qui partagent leur vie avec d'autres micro-organismes, au contact d'autres micro-organismes, ont des génomes de taille plus élevée. Et à l'inverse, en fait, quand Mimivirus a été cultivé dans le laboratoire dans des conditions où il était le seul en fait dans l'amibe, en fait il a été observé qu'au cours de 150 passages successifs, il perdait jusqu'à 16% de la taille de son génome. Alors il y a un troisième groupe de gènes qui sont des gènes dupliqués. En fait les gènes peuvent être copiés comme vous voyez sur cette diapositive, et en fait la duplication va conduire pour le gène dupliqué soit une dégradation, soit un changement de fonction, et donc parfois le gène peut évoluer, le gène après duplication peut évoluer de telle sorte qu'on arrive parfois, on peine à retrouver le lien par rapport au gène d'origine. Et en fait, on voit sur ce dot plot où on a comparé le génome de Mimivirus à lui-même, qu'en fait, les gènes dupliqués qu'on appelle des paralogues, en fait, sont essentiellement localisés en fait, aux extrémités des génomes. Et puis le dernier groupe de gènes, ce sont des orphanes. Et en fait, les orphanes sont retrouvés en proportion importante dans les mimivirus et également en fait, dans les autres grands virus ADN, mais particulièrement chez les mimivirus. Ça veut dire que ces gènes, on ne connaît pas leur fonction et en plus, ils n'ont pas d'homologue dans les bases de données en fait, internationales. Donc il y a beaucoup de matériel génétique qui est complètement inconnu par sa fonction et par son origine. Alors l'évolution en fait de ces génomes et l'origine en fait des génomes de ces virus géants. Donc il y a depuis les années 70 et depuis les travaux de Carl Woese, une description en fait du vivant en fait en 3 domaines, les archées, les bactéries et les eucaryotes. Et donc où est la place des virus au sein de cela. Et pour l'instant, les virus étaient essentiellement des petits virus qui avaient été découverts. Avant la découverte de ces virus géants, en fait, ils n'avaient pas de gènes en commun, et notamment, ils n'avaient pas de ribosomes qui permettent de les comparer aux autres organismes connus. Et ces virus géants n'avaient pas non plus de gènes ribosomal, en tout cas d'ADN ribosomal, mais en revanche, ils avaient en fait un certain nombre de gènes qui codent pour des protéines impliquées dans ce qu'on appelle les gènes informationnels, qui codent pour des protéines impliquées dans la synthèse des nucléotides, dans la transcription et la traduction, et juste qu'on l'a vu, à des protéines donc, impliquées dans la traduction pour Mimivirus. Et donc ça a permis en fait, sur la base de la RNA polymérase, d'avoir une représentation, une phylogénie qui montrait 4 branches du vivant, et donc en fait 3. Donc les virus géants rentraient en fait
cette classification. Et donc la topologie de cette phylogénie a été un petit peu critiquée pour des raisons techniques, mais vous voyez, en fait, il y a une autre équipe qui a essayé qui a contesté un petit peu la méthodologie qui avait été utilisée et qui montrait sur cet arbre que en fait, les virus formaient en fait deux groupes et n'étaient pas un groupe monophylétique, mais en fait, ils ne retrouvaient pas parallèlement la monophylie en fait, des eucaryotes. Et il y a également d'autres, donc c'est ce qu'on peut montrer là également, et il y a d'autres études qui ont montré qu'il existait d'autres branches en fait, du vivant au-delà des archées, des eucaryotes et des bactéries, notamment en fait en analysant encore la RNA polymérase. Et donc cette équipe elle a retrouvé dans des métagénomes des séquences en fait qui ne clusterisaient pas avec ni les bactéries, ni les archées, ni les eucaryotes, qui étaient possiblement d'autres virus génétiques. Et par ailleurs, au-delà de faire l'analyse phylogénétique, en fait, il a été également fait une analyse phylétique en comparant en fait, le répertoire de gènes, en quelque sorte le mode de vie en fait, de ces différents organismes, dont les bactéries, les archées, les eucaryotes et également les virus géants. Et donc il y a un cladogramme qui a été fait en regardant en fait, le profil d'absence ou de présence en fait, de gènes informationnels. Et ce qui a été observé, c'est qu'il y avait une distribution en quatre groupes également. Et il y a d'autres équipes qui ont également, vous voyez, qui ont trouvé une répartition en fait en 4 groupes sur la base de l'analyse par une autre méthodologie, hein, en analysant en fait, les domaines conservés au sein des protéines. Alors donc, une des prochaines étapes, dont on parlera lors d'un prochain cours, c'est d'analyser la prévalence de ces mimivirus et de ces Marseille virus aussi bien dans l'environnement, vous avez vu que c'était très fréquent dans l'environnement, notamment l'eau, mais également on en trouve de plus en plus chez l'homme, et notamment en fait dernièrement par isolement. Donc, des virus ont été isolés à partir de liquide broncho-alvéolaire et de selles de patients qui avaient des pneumopathies. Donc non seulement on les trouve de plus en plus chez les humains par métagénomique, et notamment par PCR, par sérologie, c'est également beaucoup, mais également maintenant par isolement, et donc il y a un lien assez fort maintenant entre ces virus particulièrement et les pneumopathies. Voilà, donc en fait, on continue à isoler ces virus géants dans le laboratoire, et puis à les séquencer leur génome, et donc à caractériser leur génome. Très bien. Allez, monsieur.